Lors de la lecture du testament, mes parents ont brûlé le chèque de 29 millions d'euros que mon grand-père m'avait donné. Mes parents en criant « Voilà ce que tu obtiens pour nous avoir coupé les ponts ». Je ne les ai pas arrêtés. J'ai simplement souri. Bonjour, je suis Théa. Avant de plonger dans l'histoire, d'où nous écoutez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Ce n'est pas seulement un drame familial, c'est ce qui arrive quand vous en avez assez de vous taire. Alors, êtes-vous prêt à voir ce qu'ils n'ont jamais vu? Je n'avais pas porté de talons depuis des années, mais je les ai mis ce matin-là, principalement pour les entendre claquer sur le sol de marbre du cabinet d'avocat. Ce son me donnait un regain de force, comme si j'allais à la bataille. Non pas que quiconque l'ait remarqué. Ni ma mère, qui me regardait comme si j'étais la stagiaire, ni mon père, qui a à peine hoché la tête, et certainement pas Romane, qui était avachie sur sa chaise, les jambes croisées, ses lunettes de soleil perchées sur la tête comme si elle attendait le voiturier. Monsieur Maître Dubois, l'avocat de la famille, s'éclaircit la gorge et fit signe à tout le monde de s'asseoir. Nous sommes ici pour exécuter les dernières volontés d'Édouard Lefebvre, commença-t-il, d'une voix égale. À sa demande, tous les membres de la famille immédiate sont présents. Je me suis assise en dernier, silencieusement, toujours la dernière. La salle de conférence sentait le vieux cuir et la cire au citron. Je m'en souviens car je m'y suis fixé pour empêcher mes mains de trembler. De l'autre côté de la table, maman tripotait déjà ses perles. Les bras de papa étaient serrés. Romane tapotait ses ongles sur la coudoir, et lorsque Maître Dubois ouvrit le dossier, elle a en fait levé le menton comme si elle savait déjà qu'elle avait gagné. Votre père a fait des attributions spécifiques, dit Maître Dubois, dépliant une feuille nette. À sa fille, Romane Lefebvre, Romane a redressé la tête, il laisse le chalet de Chamonix et la guitare Gibson de 1959. Romane cligna des yeux. Je suis désolé, c'est tout? Il ne répondit pas, continuant simplement à lire. À Laurent et Sophie Lefebvre, son fils et sa belle-fille, il laisse l'horloge grand-père héritage, sa collection de vinyles et un don de 10 000 € à une œuvre de bienfaisance fait en leur nom. Maman laissa échapper un son comme si elle avait avalé un insecte. Excusez-moi. Papa ricana. C'est une blague. Et à Théa Lefebvre, Maître Dubois fit une pause, puis se tourna directement vers moi, il laisse la totalité de son patrimoine financier, totalisant 29 246 000 €. On aurait pu entendre une plume tomber. Quoi, aboya mon père. Maître Dubois est resté ferme. C'était notarié. Il a fait ce changement en personne il y a 3 mois. C'était délibéré. Ce n'est pas possible, dit maman. Elle ne nous a pas parlé depuis des années. Elle a quitté cette famille. Elle nous a abandonnés, s'exclama sèchement papa, la voix montant. Elle n'a pas le droit d'arriver ici comme une martyre et de récolter une fortune. Maître Dubois, à son crédit, n'a pas scié. Au lieu de cela, il tendit la main sous le bureau et en sortit une épaisse enveloppe marron scellée à la cire. Le vieux tampon de grand-père, le cheval qu'il avait lui-même sculpté, était toujours visible. Mes doigts hésitèrent, mais je tendis la main et la pris. À l'intérieur, il y avait un chèque plié et une note, pour celle qui est restée silencieuse et est restée forte. Tu n'as jamais été oublié. J'ai tout vu. Avant que je puisse la lire 2 fois, la main de mon père se jeta sur la table et arracha le chèque de mes genoux. « Qu'est-ce que vous faites » demandai-je, d'une voix égale. Il ne répondit pas. Il le tint en l'air, l'inspectant comme s'il était contrefait. Maman arracha la note. « Rends ça. » Restez silencieuse. Tu veux dire ingrate. Elle la déchira en 2, puis encore, jusqu'à ce que les mots soient illisibles. Romane se pencha en arrière, avec un sourire narquois. Oh, s'il te plaît, tu n'es pas la victime ici. Tu as toujours joué à la pauvre petite Théa. Tu nous as coupé les ponts, grand-père a juste eu pitié de toi. Ce n'est pas vrai, mais papa sortait déjà un briquet de la poche de son manteau. Laurent, avertit Maître Dubois, debout. Je ne la laisserai pas racheter sa place, grogna-t-il. Il alluma la flamme. Le chèque se recroquevilla rapidement, la fumée s'élevant en délicate spirale jusqu'à ce qu'il tombe, noirci, dans le cendrier en cristal devant lui. Maintenant, dit-il, la voix épaisse de rage, nous sommes quittes. Je n'ai pas bougé, pas scié. Maman croisa les bras, d'un air suffisant. C'est ce qui arrive quand tu trahis ta famille. Elle n'est même pas venue à l'hôpital quand papa était malade, ajouta Romane. Je suis restée assise,
regardant la fumée s'élever comme de l'encens à un enterrement, regardant la dernière volonté de mon grand-père disparaître en cendres. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce chèque n'était pas réel. Ce qui a brûlé était un simple leurre. Je l'avais trouvé dans le bureau de grand-père un mois avant qu'il ne décède. Il m'avait prévenu qu'ils essaieraient de ruiner tout ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler, m'avait dit qu'ils voudraient détruire quelque chose, alors nous avions tout planifié. Le vrai chèque avait été viré directement à un trust séparé, intouchable, intraçable. Le dossier qu'il m'avait remis en privé 2 mois plus tôt était toujours glissé dans la poche de mon manteau. Alors j'ai souri. Pas le genre de sourire que l'on porte sur les photos de famille. Le genre qui apparaît lentement, comme l'aube après un long hiver sombre. Ils avaient déjà décidé que j'étais la paria, celle qui était partie. Laissez-les garder cette version. Laissez-les penser qu'ils avaient gagné. Je me suis levé lentement, pressant l'enveloppe maintenant vide entre mes mains, et je suis sorti. Pas de mots d'adieu, pas de sortie dramatique, juste le claquement de mes talons sur ce sol de marbre, résonnant plus fort maintenant. Dehors, l'air froid de cette région m'a frappé le visage, mais je n'ai pas bronché. Je me suis glissé dans ma voiture, et posé l'enveloppe carbonisée à côté de moi et ouvert le dossier marron que grand-père avait marqué « N'ouvrir que s'il le brûle ». À l'intérieur, au-dessus d'un nouvel ensemble de documents, il y avait une ligne manuscrite « Laissez-les penser qu'ils ont gagné ». C'est là que ça commence. Au moment où je suis arrivé au parking privé de la banque, le soleil de la fin de matinée avait déjà dissipé la brume. Je suis resté un instant sur le siège du conducteur, observant une feuille tombée d'un vieux chêne devant le bâtiment. Il y avait un calme étrange ce jour-là, trop calme, compte tenu de ce que j'étais sur le point d'ouvrir. À l'intérieur de la banque, Monsieur Bertrand m'a accueilli avec la même dignité tranquille qu'il avait depuis le jour où grand-père m'avait présenté. Il m'attendait déjà près de l'ascenseur. Mademoiselle Lefebvre, a-t-il hoché la tête, faisant signe vers l'étage sécurisé, tout a été arrangé selon les instructions de Monsieur Édouard. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant la descente. J'ai apprécié cela. Je n'étais pas d'humeur à la conversation légère. Lorsque la porte du coffre s'est ouverte en gémissant, ce n'est pas l'air froid ou l'écho qui m'a donné des frissons, c'était le poids de ce que j'étais sur le point de voir. Monsieur Bertrand s'est dirigé vers le tiroir numéroté et l'a fait glisser vers moi avec un doux son métallique. Prenez votre temps. Je serai juste à l'extérieur, dit-il avant de sortir. Je me suis assise sur le petit banc, fixant la boîte. 2 mois plus tôt, grand-père m'avait remis une enveloppe marron dans un restaurant près de la 7. Il semblait fatigué, comme si les années l'avaient rattrapé d'un coup. Je me souviens de sa voix, basse mais assurée, ne l'ouvre qu'après la lecture du testament. Pas un instant avant. Le mot-clé est Trium. Tu t'en souviens. Je l'avais répété chaque nuit depuis, comme une prière ou peut-être un bouclier. Maintenant, alors que mes doigts défaisaient le loquet, je le murmurais à nouveau sous mon souffle, Trium. À l'intérieur de la boîte, soigneusement rangée, se trouvaient 3 choses, un chèque plié, une clé USB glissée dans une pochette en velours noir, et un dossier de documents juridiques lié par un ruban rouge. Le chèque me coupa le souffle. Il était réel, indéniablement réel. 29 millions d'euros, signé de cette même écriture cursive que je traçais sur les cartes d'anniversaire. Le papier était plus épais que prévu, comme s'il portait le poids de ce qui m'avait été volé pendant des années. J'ai ensuite ouvert le dossier juridique. Il contenait 2 anciens testaments, un datant d'il y a 8 ans, un autre d'il y a seulement 3 ans. Dans les 2, Romane et mes parents étaient les principaux bénéficiaires. Des notes de la main de grand-père remplissaient les marges, c'était la suggestion de Sophie, ça ne me semblait pas juste, et plus tard Laurent a insisté de nouveau, disant que Théa ne saurait de toute façon pas quoi en faire. Les dernières pages étaient différentes, claires, décisives. Tout était à moi. Ma poitrine était serrée, non pas de tristesse, mais de soulagement. Puis vint la clé USB. J'ai attendu d'être de retour dans ma voiture avant de la glisser dans mon ordinateur portable. L'écran a clignoté, puis le visage de grand-père a rempli le cadre, filmé dans ce qui ressemblait à son bureau, entouré de vieux livres et de cette même lampe poussiéreuse sous laquelle je me cachais quand j'étais enfant. Si tu regardes ça, c'est que je suis parti. J'aurais aimé être là quand ils réaliseront qu'ils n'ont pas gagné. Il a souri, doucement mais tristement. Je sais ce qu'ils t'ont fait. J'ai vu plus que je ne les laissais paraître. La façon dont ils t'ont mise à l'écart, ont pris ton fonds d'études, ont transformé ta chambre en débarras alors que tu étais encore à l'école. Je savais pour les mensonges,
La façon dont il disait que tu étais difficile juste parce que tu ne rentrais pas dans le moule. Il a fait une pause, a expiré. J'aurais dû l'arrêter plus tôt, mais j'ai pensé que peut-être que le temps arrangerait les choses. J'avais tort. Il s'est penché en avant. Tu as été la seule à n'avoir jamais rien demandé, mais à avoir donné plus que quiconque. Tu es restée silencieuse. Tu as enduré. Ce n'était jamais une faiblesse, c'était une force. Tu as aimé sans condition. J'ai cligné des yeux rapidement, les lèvres serrées. C'est à toi maintenant. Laisse-les réagir. Laisse-les faire leurs caprices. Mais reste calme. La loi est déjà de ton côté. Ses yeux se sont de nouveau adoucis. Tu sauras quand parler, mais parfois, le silence est l'arme la plus affûtée. Puis l'écran est devenu noir. Je suis resté longtemps dans ma voiture, juste immobile. Le chèque, les dossiers, la vidéo, rien de tout cela n'a changé ce qui s'était déjà passé. Cela ne m'a pas rendu les anniversaires passés seuls. Cela n'a pas effacé la nuit où j'étais dehors dans le froid, regardant la maison de ma famille briller de lumière de Noël, sachant qu'il n'y avait pas un seul cadeau pour moi à l'intérieur. Plus tard ce soir-là, de retour dans ma location, j'ai posé l'enveloppe brûlée, celle qu'il croyait contenir le vrai chèque, sur ma table de cuisine. Oui. J'ai ouvert un tiroir et en est sorti la vieille écharpe que grand-père m'avait donnée pour mes 10 ans. Elle sentait encore légèrement le cèdre. J'ai enveloppé le vrai chèque à l'intérieur et l'ai placé délicatement dans le coffre-fort au fond de mon placard, avec la clé USB et les documents. Puis je me suis assise à mon petit bureau et ai ouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis des années, les lettres d'université auxquelles je n'avais jamais répondu, les idées de projets que j'avais autrefois esquissées, à l'époque où je croyais encore avoir le droit de rêver. Un souvenir est entré, comme un courant d'air froid, les vacances de Noël de ma 2e année d'université. J'étais rentré tôt, espérant les surprendre. Au lieu de cela, je suis entré dans ma chambre et l'ai trouvée vide. Lit parti, bureau parti, remplacé par des poufs et des affiches d'art. La voix de Roman résonnait dans le couloir, n'est-ce pas mignon? C'est mon coin lecture maintenant. Je n'ai pas argumenté. J'ai fait mes valises en silence, mais je me souviens m'être assise dans la voiture cette nuit-là, les mains sur le volant, me murmurant, tiens bon. Et je l'ai fait. Maintenant, tenant le vrai dossier, celui dont personne d'autre ne connaissait l'existence, j'ai murmuré autre chose, je ne suis plus cette fille. J'ai sauvegardé la vidéo sur un disque privé, imprimé des copies des documents juridiques, tout stocké dans un coffre unifuge que j'avais acheté ce matin-là. Puis j'ai fait du thé, me suis assise près de la fenêtre, et regardé le monde extérieur ne pas changer du tout, et j'ai souri quand même. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils n'avaient aucune idée que le jeu venait tout juste de commencer. Je ne m'attendais pas à dormir paisiblement après ce que j'avais découvert à la banque, mais les 2 dernières nuits s'étaient écoulées dans une sorte de clarté tranquille. Je ne me suis pas retourné ni n'ai rejoué de vieilles disputes dans ma tête. Je ne me suis pas demandé si j'exagérais. Pour une fois, le silence dans mon appartement ne semblait pas vide, il semblait mérité. Alors, quand mon téléphone a vibré à 6h13 du matin, le son a semblé strident, comme s'il n'avait pas sa place. J'ai tendu la main vers lui, encore à moitié enveloppé dans la vieille courte pointe que mon grand-père m'avait donnée à l'université. Pas d'identification de l'appelant, juste, inconnu. J'ai failli laisser le message aller à la messagerie vocale, mais quelque chose dans ma poitrine m'a dit, réponds. Allô, Théa? Sa voix était chaleureuse, trop chaleureuse. Salut, c'est Roman. Je sais qu'il est tôt, désolé. Je voulais juste. J'espérais que nous pourrions parler, juste nous deux. Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a rempli le silence. Je pensais que nous pourrions prendre un café, comme avant, juste parler. Tu choisis l'endroit. La dernière fois que Roman a demandé à parler juste nous deux, j'ai fini par être blâmé pour avoir ruiné le dîner de retraite de maman parce que je n'avais pas ri à la blague de son mari sur mon diplôme inutile. Pourtant, je me suis retrouvé à dire, d'accord. 11h, au café du Carrefour. Elle a accepté rapidement, trop rapidement. Nous avons raccroché et j'ai supprimé son numéro juste après, encore une fois, juste au cas où. Je n'ai pas fait grand-chose pendant les heures qui ont suivi. J'ai lu quelques-unes des vieilles notes financières de grand-père provenant du coffre-fort, j'ai laissé une théière refroidir et j'ai fait le tour de mon appartement plus d'une fois. Il n'y avait rien dans ce petit espace qui nécessitait d'être vérifié. Je ne voulais juste pas rester immobile avec ce que Roman pensait avoir prévu.
Au moment où je suis arrivé au café, le ciel s'était adouci en cette lumière grise d'hiver qui rend tout un peu fatigué. J'ai repéré Romane instantanément. Elle avait pris la même table que nous avions l'habitude de revendiquer pendant la semaine des examens, un coin tranquille près de la fenêtre, trop loin du chauffage. Elle était déjà assise, son manteau enlevé, un pull rose pâle moulant ses bras. Son sourire s'est illuminé quand elle m'a vu, presque comme si nous nous retrouvions après un week-end au spa. Théa, a-t-elle soufflé, se levant comme pour me serrer dans ses bras, puis y réfléchissant à 2 fois. J'ai pris le siège en face d'elle sans un mot. Cela fait trop longtemps, dit-elle en remuant son café bien qu'il semblât à peine touché. Je n'arrête pas de penser à ces soirées tardives ici. Tu te souviens? Toi avec tes surligneurs et tes fiches, moi mangeant nerveusement du pain à la banane comme si ça allait disparaître. J'ai fait un petit signe de tête. Tu prenais mon thé quand tu n'avais plus d'argent. Elle a ri un peu trop fort, puis a rapidement modéré son rire. Eh bien, oui, tu avais toujours cette façon de planifier à l'avance. Tu avais comme 40 ans à 21 ans, dans le bon sens. Le silence s'est installé entre nous. J'ai siroté ma camomille. Puis, comme sur commande, elle a changé de sujet. Maman n'est plus la même depuis la lecture du testament, dit-elle doucement. Elle ne mange pas papa par la peine. Ils souffrent. Ils ont l'impression que tu as juste disparu. J'ai haussé un sourcil mais n'ai rien dit. Son sourire a vacillé. Tu sais, je comprends. Tu t'es toujours sentie comme une étrangère. Mais nous couper les ponts comme ça, c'est cruel, Théa. Le thé était chaud, réconfortant. J'ai laissé le silence faire son œuvre. Je veux dire, a-t-elle continué, même grand-père, parfois, il disait que tu retenais trop les choses, que tu étais distante. Je l'ai regardé. Il t'a dit ça, ou quelqu'un d'autre? Sa mâchoire s'est serrée juste un instant. Je dis juste que personne ne veut voir cette famille s'effondrer. Elle a essayé de croiser mon regard, mais j'ai déjà repris ma tasse. Son ton a vacillé. Alors, ce chèque, celui que tu as jeté au feu, était-il réel? Voilà. La vraie raison de sa venue. Sa voix a légèrement craqué. Parce que si c'était le cas, alors c'est beaucoup d'argent à laisser brûler. J'ai posé ma tasse doucement. C'était juste un morceau de papier. Elle cligna des yeux. Quoi? Il est parti maintenant. Le silence cette fois n'était pas confortable. Il a froncé. Son sourire était parti. Quoi que grand-père t'ait laissé, quel que soit ce jeu, ne l'aggrave pas plus qu'il ne doit l'être. Cette famille a déjà tellement perdu. Je me suis levé lentement, et enfilé mon manteau. Alors ne perdons pas plus. Attends. Sa voix a légèrement monté. Tu sais, maman envisage de contester le testament. Je me suis tourné vers elle. Mon visage n'a pas bougé. Elle est la bienvenue pour essayer. Il n'y avait pas de colère dans ma voix, juste de la finalité. La bouche de Romane s'est ouverte, puis s'est refermée. Je suis sorti sans un mot de plus. Le vent s'était levé. Il mordait mon manteau alors que je marchais vers ma voiture, mais je ne me suis pas pressé. Chaque pas semblait briser un rythme dans lequel j'étais resté trop longtemps. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas l'intention de faire grand-chose en rentrant chez moi ce soir-là. J'ai retiré mes chaussures, mon pull qui sentait encore légèrement le latte à la cannelle et la confrontation, et je suis resté immobile au milieu de ma cuisine, comme si j'avais oublié à quoi ressemblait la normalité. Mes mains étaient encore froides, même si la pièce était chaude. Je tendais la main vers la bouilloire quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange, quelque chose de scotché à l'extérieur de ma porte d'entrée, juste en dessous du Judas. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un dépliant, mais la façon dont c'était centré, propre, blanc uni, ça ne semblait pas aléatoire. J'ai ouvert la porte et l'ai délicatement décollée. Pas de nom, pas d'adresse de retour, pas de timbre. Juste une simple enveloppe blanche, scellée. L'écriture était serrée, inclinée, écrite avec un stylo qui raclait un peu sur le papier. Quelque chose à ce sujet a remué un souvenir, mais il flottait juste hors de portée, comme essayer de se souvenir de l'odeur d'une maison d'enfance. J'ai fermé la porte, me suis assise à la table de la cuisine et l'ai fixée pendant une longue minute. Puis je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier. Pas de salutation, pas de signature. Juste un message qui m'a coupé le souffle, ce qu'ils ont brûlé n'était pas le vrai chèque.
Ne parlez pas, agissez sagement et cherchez dans le coffre arrêt au cabinet de sécurité. Vous comprendrez tout. C'était tout. Je l'ai relu, puis encore. À la 5e fois, je n'avais toujours pas bougé. Mon esprit s'emballait, mais mon corps était immobile. Ce n'était pas la peur qui me figeait, c'était la reconnaissance. Celui qui a envoyé ça savait ce qui s'était passé, et qui qu'il soit, il essayait de m'aider. J'ai replié la note lentement et l'ai glissée sous un livre de cuisine sur le comptoir, comme si la cacher rendrait le moment plus réel. Puis j'ai ouvert le tiroir à côté de la cuisinière. C'était là. La vieille clé en laiton de mon grand-père. Il me l'avait donnée pour mes 18 ans, enveloppée dans un mouchoir avec une seule phrase, « Tu en auras besoin un jour, quand tu seras prête à te réclamer toi-même. » À l'époque, je pensais que c'était juste une de ces choses énigmatiques et sentimentales que les vieillards disent quand ils sont nostalgiques. Je n'ai jamais demandé ce qu'elle ouvrait. Je l'ai juste gardée rangée, oubliée, jusqu'à maintenant. Je l'ai fixée, posée dans la paume de ma main, lourde pour sa taille. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé sur le canapé dans le noir, l'enveloppe et la clé sur la table, le message résonnant dans mes oreilles comme s'il avait été murmuré par quelqu'un se tenant juste derrière moi. Le matin est venu, gris et tôt. J'ai appelé le même cabinet de coffre privé que grand-père avait utilisé, là où ils avaient lu son testament. La réceptionniste a décroché après la 2e sonnerie, sa voix sèche mais polie. « Bonjour, coffre et succession Langford », a-t-elle dit. « Bonjour », ai-je commencé, d'une voix calme. « Je suis Théa Lefebvre. J'appelle pour faire suite à un élément résiduel lié à la succession de mon grand-père. Je crois qu'il se trouve dans un coffre sécurisé. » Il y a eu un bref silence, des bruits de clavier, puis elle a demandé, « Avez-vous le code d'accès ou le numéro du coffre ?»« Coffre numéro 8, ai-je dit, et oui, j'ai la clé. » Plus de silence, puis plus de bruit de clavier. « Ce coffre est enregistré à votre nom, mademoiselle Lefebvre, a-t-elle dit. Nous pouvons fixer un rendez-vous pour cet après-midi. Vous aurez besoin de 2 pièces d'identité et de la clé originale. Je serai là à 14 heures, ai-je répondu. J'ai passé les heures suivantes en silence. Pas d'appel, pas de musique. J'ai même laissé le thé refroidir. Mon corps fonctionnait toujours, se laver, s'habiller, attacher mes cheveux en un chignon bas, mais mon esprit était ailleurs. À 13h30, j'ai glissé la clé en laiton dans la poche de mon manteau, fermé l'appartement à clé et conduit en silence. Le bâtiment était niché dans une rue calme bordée d'arbres qui avaient depuis longtemps perdu leurs feuilles, un panneau discret à l'avant, un interphone à la porte. Quand je suis entré, tout sentait légèrement le cèdre et le professionnalisme. La femme à l'accueil m'a salué avec un sourire neutre. « Coffre 8, c'est bien ça ?» J'ai hoché la tête, et remis ma pièce d'identité et la clé. Elle a examiné les deux, puis m'a conduit par un couloir étroit dans une petite pièce lambrissée. Il n'y avait qu'une chaise, une table et un mur tapissé de coffres-forts. Elle a déverrouillé un coffre où le numéro 8 est sorti, me laissant seul. Je me suis assise. À l'intérieur du coffre se trouvaient 3 éléments. Le premier, un chèque de banque certifié à mon nom pour 29 millions d'euros. Je n'ai pas réagi, pas à haute voix, mais mon souffle s'est coupé un instant, comme si mon corps devait s'adapter au poids écrasant du chiffre qui me fixait. Le papier semblait réel, le sceau profondément gravé, le nom de la banque légitime. Le deuxième élément, une enveloppe scellée à la cire rouge. Les mots sur le devant, écrits de cette inclinaison inimitable que je n'avais vue que sur les cartes d'anniversaire et les notes de famille en grandissant, disaient « N'ouvrir que s'il brûle le premier ». Je l'ai tenu dans mes mains longtemps avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une courte note de mon grand-père, « Si tu lis ceci, c'est qu'ils t'ont montré qui ils sont vraiment. » L'argent n'a jamais été le vrai cadeau. C'était de savoir à qui faire confiance quand le feu a commencé. Garde ton propre conseil et ne les laisse pas te rapetisser à nouveau. Il n'y a pas eu de larmes, mais il y avait une oppression dans ma poitrine. Non pas de douleur, non pas de tristesse. Quelque chose de plus ancien, de plus profond, comme un nœud que je portais depuis des années avait enfin été nommé. J'ai remballé l'enveloppe, plié le chèque soigneusement et fermé le coffre. Je n'ai rien dit à personne, pas même à la femme à l'accueil, qui a simplement hoché la tête lorsque j'ai rendu la clé. En rentrant chez moi, je n'ai pas allumé la radio. J'ai laissé le silence m'accompagner. De retour dans mon appartement, j'ai retiré mon manteau, placé l'enveloppe et le chèque dans mon propre petit coffre-fort et suis resté là, un long moment. Mon reflet dans le miroir ne semblait pas différent,
mais quelque chose avait changé. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Plus tard ce soir-là, juste au moment où je m'asseyais avec un bol de soupe que je n'avais pas vraiment voulu, un bruit léger me fit figer. Un bruit de papier froissé peut-être. Je me suis levé, et marché jusqu'à la porte d'entrée et l'ai ouverte. Là, juste sous le paillasson, se trouvait une deuxième enveloppe. Pas de nom, mais cette fois pas de scotch, pas de note. Juste la forme de quelqu'un qui observait. De l'autre côté de la rue, à moitié dans l'ombre, à moitié audacieuse, elle n'a pas scié quand j'ai regardé dans sa direction. Elle voulait que je sache qu'elle était là. Je me tenais sur les marches de marbre du cabinet d'avocat, le soleil chaud sur mon visage mais ma poitrine creuse. La ville bougeait autour de moi, voitures vrombissantes, pas tapant, mais mon attention se concentra sur une seule chose, la femme de l'autre côté de la rue. Elle ne se contentait pas de se tenir là, elle observait. D'âge moyen, avec des cheveux auburn foncés attachés en un chignon serré, un pantalon et une veste beige, des lunettes de soleil trop grandes pour le ciel nuageux. Mais ce n'était pas son visage qui me saisissait, c'était l'écharpe, une écharpe en soie bleu pâle avec un liseré ivoire et de minuscules initiales brodées au coin, MC. Marguerite Carole, ma mère. Cette écharpe avait disparu il y a 3 ans. Elle avait prétendu que la laverie l'avait perdue. Je l'avais cru, mais maintenant elle pendait doucement autour du cou de cet inconnu comme si elle lui appartenait, et elle me fixait. Pas le genre de regard que les gens jettent en passant, pas une curiosité désinvolte. Elle suivait chacun de mes mouvements. J'ai ajusté la sangle de mon sac et j'ai détourné le regard, faisant semblant de consulter mon téléphone. Puis je me suis tourné vers la rue Victor Hugo, comme si je ne l'avais pas remarqué. Ma main tremblait en poussant la porte du café au coin de la rue. À l'intérieur, ça sentait la cannelle et l'expresso brûlé. Je ne me suis pas arrêté. J'ai traversé la salle à manger, et fait un signe de tête au jeune barista et me suis dirigé directement vers la porte des employés à l'arrière. Madame, vous ne pouvez pas. Je rejoins quelqu'un dans l'allée, c'est bon, ai-je dit rapidement, sans même me retourner. La porte métallique a gémi en s'ouvrant et je suis sorti dans la ruelle arrière tranquille, des murs de briques se refermant des deux côtés. J'ai bougé rapidement, contournant la boulangerie, puis traversant le parking, revenant vers la rue Deux Pâtés de maisons plus loin. Quand j'ai finalement atteint le coin et jeté un coup d'œil vers le bâtiment du coffre-fort, elle était partie. Plus d'écharpe, plus de veste beige. Juste des touristes et de la circulation, comme si elle n'avait jamais été là. Mais elle l'avait été. Je savais qu'elle l'avait été. Je ne suis pas rentré directement chez moi. Mon instinct ne me le permettait pas. Au lieu de cela, j'ai marché devant les devantures de magasins, devant des souvenirs. Mes pieds m'ont mené à la vieille bibliothèque où grand-père m'emmenait quand j'étais petite. Elle n'avait pas beaucoup changé. Les mêmes escaliers ébréchés, la même odeur évanouie de papier et de polish. À l'intérieur, je me suis dirigé vers la dernière rangée d'ordinateurs en libre service. Pas de pièces d'identité requises, pas de connexion nécessaire. Juste du temps et une main calme. J'ai ouvert le navigateur et j'ai tapé l'adresse email de la succession qui m'avait été donnée lors de la révision du testament. Ce n'était pas quelque chose que je consultais souvent. La plupart des mises à jour étaient du jargon juridique ou des notifications du fiduciaire. Mais aujourd'hui, quelque chose me tiraillait. Et là, il y avait un message signalé que je n'avais jamais ouvert, envoyé il y a 3 semaines par molderacrust.org. Sujet, ne pas ignorer. J'ai hésité un instant, puis j'ai cliqué. Le message était bref, ils ne sont pas après l'argent. Ils sont après la signature qui prouve à qui appartient l'entreprise. M en pièce jointe, un document scanné. J'ai cliqué pour l'ouvrir, les mains froides maintenant. C'était un formulaire de transfert légal, signé et notarié, daté de 2 semaines avant l'AVC de grand-père. Il m'attribuait le contrôle total de Holding Lefebvre et Filles, les droits de vote, chaque part décisionnelle. Mon nom était là, mon nom complet dans son écriture, Théa Maurice Lefebvre. Mon souffle se coupa. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle, d'héritage. Je me suis penché en arrière dans la chaise, le cœur battant la chamade, non pas de choc, mais de reconnaissance. Il ne voulait pas me voir pauvre, il voulait me voir impuissante. Je n'ai rien imprimé, rien téléchargé. J'ai juste fermé la fenêtre, effacé l'historique de navigation et suis parti. Dehors, le vent s'était levé. J'ai traversé la rue vers ma voiture quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu.
Bloqué, en fait. J'aurais dû l'ignorer, mais quelque chose en moi a dit, réponds. Allô? Il y a eu une pause, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis les funérailles de grand-père, calme, mesurée, familière. Vous avez ouvert le coffre 8, n'est-ce pas? Je me suis figé. Qui est-ce? C'est Sylvie, dit-elle doucement, et si vous avez ouvert ce coffre, vous devez écouter attentivement. Sylvie, l'assistante de grand-père depuis plus de 2 décennies. Elle avait disparu des documents successoraux juste après la lecture du testament. J'avais supposé qu'elle avait été payée pour se taire ou qu'elle avait pris sa retraite tranquillement. Que voulez-vous dire par écouter attentivement? Vous pensez qu'il vous exclut juste de l'héritage, a-t-elle demandé. Il ne s'agit plus de ça. Ils réécrivent les registres, vous effaçant. Ma bouche s'est asséchée. Pourquoi? Parce que si vous n'existez pas sur papier, a-t-elle dit, vous ne pouvez rien posséder. Vous ne pouvez rien contester. Vérifiez l'acte de propriété foncière de la propriété de Bordeaux, l'original, pas les copies. Puis allez aux archives historiques de Bordeaux. Utilisez votre nom de naissance. J'ai laissé quelque chose là-bas pour vous il y a des mois, juste au cas où. Attendez, Sylvie. Mais la ligne a coupé. Je suis resté immobile, serrant le téléphone comme s'il allait me brûler la paume. Il ne volait pas seulement, il réécrivait. Il m'enterrait sous les formalités administratives, sous de fausses histoires, sous de nouveaux documents. Et personne ne le saurait à moins que je ne les arrête. Je suis rentré chez moi comme si j'étais sous l'eau. J'ai croisé des gens, des voitures, des chiens aboyant derrière des clôtures. Je ne me souviens de rien de tout ça. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir fermé la porte à clé derrière moi, jeté mes clés sur le comptoir et sorti mon ordinateur portable. J'ai ouvert le navigateur, le cœur battant la chamade maintenant, puis j'ai tapé le nom que je n'avais pas utilisé depuis mon enfance, Théa Maurice Carole. Et ce qui est apparu m'a fait oublier comment respirer. Je ne me souvenais même pas de l'avoir tapé. Mes mains bougeaient par instinct, le Maurice Carole. J'ai appuyé sur Entrée. L'écran a clignoté une fois, puis le résultat est apparu, statut, décédé. Date de décès, il y a 2 semaines. Cause, collision piétonne. Confirmé par dossier dentaire. Je suis resté figé. La chaise sous moi semblait à des kilomètres. Le monde trop calme. Je n'étais pas seulement rayé du testament, j'étais effacé de la vie. La jeune femme à l'accueil des archives cliqua sur son stylo et leva les yeux. Tout va bien, madame? J'ai dégluti. Je crois qu'il y a une erreur. Elle a relevé ses lunettes. Puis jeté un œil. J'ai tourné l'écran vers elle. Son expression n'a pas changé. A-t-elle marmonné. Je veux dire, ça arrive parfois que les registres soient mélangés, surtout si quelqu'un d'autre avec votre nom est décédé. Je doute fort qu'il y ait une autre Théa Maurice Carole née dans ce comté. Elle s'est penchée plus près. Eh bien, ce n'est pas un simple mélange. C'est une copie certifiée conforme. Voyez ce sceau? Cela signifie qu'elle a été approuvée par quelqu'un d'autorité. Cela est passé par le bureau du registre d'état civil. Mon souffle se coupa. Comment une chose pareille pourrait-elle arriver? Elle hésita. Honnêtement, généralement, quelqu'un en fait la demande par les voies légales. Ça pourrait être un hôpital, un exécuteur testamentaire, une famille. Une famille, bien sûr. Ils ont falsifié ma mort, ai-je murmuré. La jeune femme n'a pas réagi, elle a juste tendu la main vers un pense-bête. Vous pourriez déposer une rectification auprès des registres de la ville. Vous aurez besoin de votre pièce d'identité, de votre numéro de sécurité sociale, d'une preuve d'identité. Ce n'est pas impossible, juste une corvée. Une corvée, j'ai hoché la tête lentement. Merci, vous m'avez été utile. Dès que je suis sorti, je me suis senti à nu, comme si je marchais sans peau. Chaque souffle me faisait mal, chaque pas semblait trop bruyant. J'ai pris un taxi jusqu'au bureau des registres de la ville de Bordeaux. Mes doigts tremblaient en sortant ma pièce d'identité, ma carte de sécurité sociale, tout ce que je pouvais trouver dans mon sac qui me liait au nom qui, disait-il, n'appartenait plus à une personne vivante. La greffière était polie, trop polie, ce genre de ton de service client répété qui me mettait instantanément mal à l'aise. Elle a tapé pendant quelques minutes, puis a froncé les sourcils. C'est étrange. Quoi, ai-je demandé, essayant de paraître stable.
Votre numéro de sécurité sociale a été signalé comme inactif. Cela n'arrive que quand. Quand quelqu'un meurt, ai-je terminé pour elle. Elle m'a regardé, de la pitié dans les yeux. Exactement. J'ai sorti mon téléphone pour me connecter à mon application bancaire. Erreur. Compte introuvable. J'ai essayé l'application de carte de crédit. Votre carte a été suspendue. Contactez votre émetteur. Je me suis appuyé contre le comptoir, étourdi. Madame, dit doucement la greffière, voulez-vous que j'appelle quelqu'un pour vous? J'ai secoué la tête. Non, non, j'ai juste besoin d'une minute. Elle a hoché la tête et s'est éloignée. J'ai regardé par la fenêtre. Les rues bougeaient comme d'habitude, des gens allant déjeuner, des couples riant, des enfants attendant un bus. Et moi, un fantôme avec un battement de cœur. Un souvenir a flashé, moi, assise à côté de grand-père après son 3e AVC, sa voix lente mais aussi nette que jamais. S'ils ne peuvent pas te contrôler, ma chérie, ils t'effaceront de la carte. C'est ce que fait le pouvoir quand il a peur, il efface. Il n'avait pas exagéré. J'ai quitté le bâtiment sans un mot de plus, marchant vite maintenant. Il ne s'agissait plus seulement d'être retiré du testament. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait d'identité, d'héritage, d'existence. Il n'avait pas seulement volé mon droit d'aînesse, il m'avait tué, sur papier du moins. Je ne me sentais pas en sécurité en rentrant chez moi, ni dans mon appartement, ni nulle part de familier. Alors je me suis réfugié dans un café voisin, et utilisé le Wi-Fi public pour chercher un motel pas cher et en ai réservé un sous un faux nom de famille. La femme derrière la réception n'a même pas levé les yeux quand j'ai payé en espèces. La carte clé a à peine fonctionné, mais la porte a finalement cédé avec un déclic. À l'intérieur, j'ai laissé tomber mon sac et me suis assise au bord du lit. Les murs étaient d'un jaune maladif, la couette puait la vieille cigarette, et la climatisation claquait comme si elle protestait contre la vie elle-même. Rien de tout cela n'avait d'importance. J'ai sorti la petite clé USB du coffre 8, celle qui n'était étiquetée qu'avec mes initiales. Je n'ai pas hésité. L'ordinateur portable a vrombi silencieusement en lisant le contenu. Un dossier est apparu, un seul fichier, regardez-moi d'abord .mp4. J'ai cliqué. La vidéo s'est chargée lentement, puis il était là, grand-père. Il était assis dans le solarium de sa vieille maison, un cardinal rouge perché devant la fenêtre derrière lui. Ses yeux, bien que fatigués, fixaient directement l'objectif. Si tu vois ça, Théa, c'est qu'ils sont allés trop loin. Ma gorge s'est serrée. Tu as toujours été celle qui se tenait à part. Non pas parce que tu le voulais, mais parce qu'ils ne te laissaient pas entrer. Mais l'entreprise, le trust, l'héritage, tout ça t'était toujours destiné. Il a fait une pause, a respiré soigneusement. Mais je savais qu'ils essaieraient de le prendre, et quand ils ne le pourraient pas, ils viendraient te chercher. Alors j'ai déplacé la dernière pièce quelque part où ils ne penseraient jamais à regarder. Quelqu'un qu'ils ne soupçonneraient jamais. Ses yeux se sont plissés. Il y a un homme nommé Gaspard Lenoir. Il vit près de la route départementale 17, près du vieil entrepôt. Tu y trouveras ce dont tu as besoin. L'écran a clignoté, puis il est devenu noir. Je suis resté immobile, le cœur battant. Il m'avait enterrée vivante, mais grand-père avait planté quelque chose dans la terre. Je me suis levé, et rangé la clé USB dans son étui et me suis regardé dans le miroir au-dessus de la commode bon marché. Je ne ressemblais en rien à ce que j'étais une semaine auparavant. Pas de maquillage, les yeux creux. Mais quelque chose d'autre avait aussi changé. Je n'avais plus peur maintenant. J'étais concentré. Il est temps de me ressusciter, ai-je dit, et je le pensais. J'ai à peine dormi. Le lit du motel bon marché était rigide, le climatiseur claquait comme s'il toussait, et toutes les demi-heures, un semi-remorque rugissait sur l'autoroute à l'extérieur. Mais rien de tout cela ne m'a tenu éveillé. C'était la voix dans cette vidéo, grand-père me regardant droit dans les yeux comme s'il savait que ce jour viendrait. Et peut-être qu'il le savait. Peut-être qu'il a toujours su qu'ils essaieraient de m'enterrer, pas seulement au sens figuré, mais par mon nom, sur papier, dans les registres. Je suis parti avant que le soleil ne se lève complètement. L'air était lourd de cette humidité côtière et humide, celle qui colle à la peau avant le petit déjeuner. J'ai conduit avec les fenêtres baissées, ayant besoin du vent, du bruit, de tout ce qui pouvait me maintenir ancré pendant que mes pensées tournaient en rond. Le GPS m'a emmené à 40 minutes de Bordeaux,
au-delà des centres commerciaux et des stations-service abandonnées, et plus profondément dans les forêts de pins et les routes crevassées. J'ai passé un magasin d'appât, un barbecue rouillé, puis plus rien, juste des arbres. Puis, comme un souvenir que l'on n'a pas demandé, la vieille clôture en grillage est apparue sur ma droite. Derrière, quelques unités de stockage métallique trapu ressemblaient à des reliques d'un autre temps, un panneau cabossé aux lettres délavées penché en angle, Holding Lefebvre et Associés stockage d'urgence. Je me suis garé à côté d'un lopin d'herbes folles et de gravier. Pendant une minute, je suis juste resté là, pas de mouvement, pas de bruit, seulement les cigales et un corbeau lointain. C'était si ordinaire, si simple, que cela ressemblait presque à une blague. Mais le GPS clignotait en vert, unité 19B, à 36 pieds devant. Le cadenas n'était pas cassé. Il a grincé quand j'ai tourné la clé du boîtier USB. La poussière s'est détachée alors que la porte s'ouvrait en grinçant et que la lumière entrait par le puits de lumière sale au-dessus. Je me tenais au bord, fixant les boîtes, les étagères métalliques, un tapis roulé, quelques chaises de bureau empilées pêle-mêle dans le coin. Mais au centre, comme s'il voulait qu'on le trouve en premier, se trouvait une mallette inifugée, noire, résistante, et sur le dessus, collée avec du scotch jaunissant, une note de la main de grand-père, s'il te brûle un jour, ouvre ceci. Je l'ai rapproché et me suis assise sur l'une des caisses. Mes doigts tripotaient les loquets. À l'intérieur se trouvaient des vérités pour lesquelles je n'étais pas prête. Sa voix à nouveau, cette fois sur un petit magnétophone étiqueté au stylo, pour ses oreilles seulement. J'ai appuyé sur lecture, et sa vieille voix, maintenant plus fragile, a rempli l'espace tranquille. Ils m'ont dit qu'ils me mettraient dans une maison de retraite si j'essayais de le changer. Ta tante a même apporté des papiers qu'elle prétendait avoir été examinés par la cour, mais je savais. Je savais ce qu'il faisait. Alors je t'ai laissé quelque chose qu'il ne pouvait pas atteindre. J'ai cligné des yeux, retenant mes larmes. Ils ne veulent pas seulement t'exclure, Théa. Ils veulent ton silence. Mais toi, la bande a crépité, tu es l'héritage dont ils ont peur. Sous le magnétophone se trouvait une chemise en papier manille. À l'intérieur, mon acte de naissance original. Pas celui révisé que l'avocat du cabinet m'avait montré il y a 2 ans, celui qui listait le nom de famille de mon beau-père. Celui-ci était intact, pur, Théa Maurice Carole. Pas de tiret, pas de modification. Venaient ensuite les lettres, 10, peut-être 12, toutes adressées à moi. La plupart n'avaient jamais été postées. L'une était datée de la semaine précédant la prétendue finalisation de son testament. Une autre, écrite 2 jours après le dépôt du certificat de décès falsifié. J'ai continué. Un projet de testament, signé et notarié, me nommant seule exécutrice et actionnaire majoritaire du trust familial Lefebvre. Mes mains ont commencé à trembler. Cette date? C'était après le soi-disant enregistrement de décès. Ils savaient que j'étais vivante et ils l'ont quand même déposé. Sous le testament, glissé sous un classeur en plastique rigide, se trouvait un acte de propriété foncière. Mon nom était dessus. Pas celui de mon père. Pas celui de Romane. Le mien. Grand-père avait transféré les droits discrètement il y a des années et l'avait enregistré via un trust séparé. C'était la terre sous le domaine, la fondation même sur laquelle ils avaient construit toute leur illusion de pouvoir. J'ai pris une grande inspiration, puis une autre. Ce n'était pas seulement un vol, c'était une guerre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos. Chaque page, chaque document. Je les ai scannés à l'aide d'une application de cryptage cloud que j'avais téléchargée la nuit précédente et j'ai tout téléchargé sur un disque caché, sauvegardé à 3 endroits différents. Puis je les ai étiquetés par catégorie, testament, trust, fraude d'identité, acte de propriété. Alors que le dernier fichier se téléchargeait, j'ai sorti le téléphone prépayé bon marché que j'avais acheté près du motel et j'ai tapé le numéro que j'avais écrit au dos de mon reçu de motel, bureau de Bordeaux, droit des successions et des biens. Une femme a répondu à la 2e sonnerie. Je dois parler à quelqu'un au sujet d'une contestation de testament et d'une fraude d'identité, ai-je dit calmement. Elle a fait une pause. Avez-vous des documents? Oui, et je préférerais parler en personne, discrètement. J'ai réservé le créneau le plus tôt disponible pour cet après-midi, 14 heures. En sortant de l'unité de stockage, le soleil de fin de matinée était déjà brutal. Je l'ai refermé, vérifiant 2 fois le loquet, et j'ai commencé à marcher vers la voiture. Mon téléphone jetable a vibré. Message vocal. Je l'ai écouté sur haut-parleur en déverrouillant la porte. Théa.
La voix de Romane craquait comme si elle avait pleuré. Si tu es vivante. Je ne savais pas qu'ils allaient aller si loin. Je ne savais pas pour le formulaire de décès. Je jure que ce n'était pas moi. J'ai juste signé là où ils m'ont dit. Je ne savais pas ce que c'était. S'il te plaît, crois-moi. Silence, puis une respiration tremblante avant qu'elle ne raccroche. Je suis resté là, le téléphone toujours à la main, pendant une minute entière, sans bouger, sans penser. Et puis j'ai ri. Un rire discret, amer, mais avec une pointe acérée. Merci pour la confession, ma sœur. Je suis monté, et bouclé ma ceinture et j'ai vérifié l'adresse du cabinet d'avocat une dernière fois. Il voulait que je disparaisse, que je sois oublié, effacé. Mais je suis toujours là. Et maintenant, j'ai des preuves. Je suis sorti de l'entrepôt poussiéreux pour entrer dans la lumière du soleil, comme si je venais de sortir d'une crypte. Tout ce que je tenais dans mes bras semblait plus lourd maintenant, les dossiers, une clé USB, la bande de grand-père. Pas à cause du poids, mais à cause de ce qu'ils signifiaient. Des preuves. Après tous leurs mensonges, j'avais enfin quelque chose de solide. Je n'ai pas conduit directement au centre-ville. Je me suis arrêté dans un restaurant près du viaduc, me suis assise dans une cabine près de la fenêtre et n'ai commandé que du café. J'avais besoin d'un moment pour respirer, pour réfléchir, pour me recentrer. Ce n'est qu'après avoir téléchargé chaque page scannée dans un dossier cloud sécurisé que j'ai finalement expiré. Le téléphone prépayé a vibré doucement à côté de la tasse. Mademoiselle Lambert vous verra à 15h30. Utilisez l'entrée côté rue Victor Hugo, demandait Rita. J'ai laissé un pourboire sous ma tasse intacte et j'ai conduit jusqu'au centre-ville, passant devant le palais de justice devant lequel je marchais adolescente, me demandant si la justice y résidait vraiment. Aujourd'hui, j'allais le découvrir. L'immeuble Rochefort et Associés ne ressemblait pas à l'endroit qui cachait des secrets, mais je savais mieux. Les cabinets d'avocats n'avaient pas besoin de crier leur pouvoir, ils le chuchotaient derrière des vitres dépolies et de lourdes portes. J'ai vérifié mon reflet dans le mur de l'ascenseur. Mon visage semblait calme, peut-être même élégant. Personne n'aurait deviné qu'il y a 2 jours à peine, j'étais une femme effacée. Maintenant, je portais mon propre nom comme une arme chargée. Au bureau de la réceptionniste, j'ai parlé doucement, Théa Lefebvre, j'ai un rendez-vous à 15h30 avec Sylvie Lambert. La femme derrière le comptoir cligna des yeux une seule fois, mais j'ai capté le scintillement. Ses doigts s'arrêtèrent sur le clavier comme si elle attendait que quelqu'un la corrige, mais personne ne le fit. Bien sûr, dit-elle d'une voix neutre, veuillez vous asseoir. La salle d'attente était silencieuse, pleine de chuchotements et de silences coûteux. Peu de temps après, une porte s'est ouverte. Elle semblait appartenir à une autre époque, un tailleur élégant, des cheveux argentés tirés en arrière, des yeux sans phare. Théa Lefebvre, dit-elle, plus une affirmation qu'une question. Je me demandais quand vous cesseriez d'être le fantôme de leur histoire. Sa voix n'était pas stridente, mais elle n'était pas douce non plus. Elle était stable, ancrée. Elle ne parlait pas pour impressionner, elle parlait comme une femme qui avait gagné des batailles et enterré l'inutile. Je l'ai suivie dans le couloir jusqu'à une pièce privée, simple mais protégée par des murs épais et une armoire verrouillée. Elle m'a fait signe de m'asseoir à la table. Qu'avez-vous ? J'ai posé la mallette doucement, ouvert les dossiers, étalé les photos, branché la clé USB. Elle n'a pas bronché en examinant chaque document, elle a juste hoché la tête de temps en temps, comme cochant des cases dans son esprit. Mais quand elle a déplié la lettre marquée de la main tremblante de grand-père, s'il te brûle un jour, ouvre ceci, ses yeux ont fait quelque chose de petit. Ils se sont adoucis juste un instant. Puis elle a tiré un tiroir, a sorti un bloc-notes et a frappé 2 fois avec un stylo avant de parler, vous n'allez pas aimer la suite. Je n'ai pas aimé grand-chose jusqu'à présent, ai-je dit doucement. Elle a esquissé un demi-sourire. C'est juste. Sylvie a ouvert un dossier à elle et en a sorti une enveloppe scellée. Ses doigts l'ont glissé vers moi. Votre grand-père n'était pas aveugle. Il savait que des représailles étaient une possibilité. 2 mois avant sa mort, il est venu nous voir discrètement, nous a fait notarier une déclaration sous serment de témoin et une déclaration personnelle. J'ai regardé le sceau, intact. Il vous a nommé unique héritière de tous les actifs liquides, actions, obligations, réserves de trésorerie. Pas la terre, c'est le territoire du trust. Et d'après ce que vous m'avez montré, vous avez géré cela. Mais la déclaration, c'est de l'or. J'ai ouvert l'enveloppe. Ces mots étaient simples,
tapé à la machine, moi, Édouard Lefebvre, saint d'esprit et de corps, affirme par la présente que j'ai révisé ma succession pour que ma petite-fille, Théa Lefebvre, soit l'héritière légitime et unique de tous les avoirs financiers non liés à la terre. Je l'ai fait librement et en pleine connaissance des litiges familiaux existants. En dessous, le nom du notaire, Madame Leclerc, un nom que je n'avais pas entendu depuis les pique-niques paroissiaux de mon enfance. Elle en a été témoin, ai-je demandé, la voix rauque de souvenir. Sylvie a hoché la tête. Elle est à la retraite maintenant, vit en province, mais elle a fait une déclaration écrite, notariée devant 2 avocats. J'ai fixé le document. Ma gorge était sèche, mais pas de nervosité. D'autre chose, une vindication froide, tranquille et nette. Alors, quoi maintenant? Sylvie s'est penchée en arrière sur sa chaise. Maintenant, a-t-elle dit, nous déposons une contestation successorale. Nous demanderons une audience accélérée basée sur des preuves dissimulées et des documents falsifiés. Et nous laisserons le tribunal décider qui mérite les cendres et qui mérite un empire. Un silence s'est installé entre nous. Puis elle a ajouté, mais ne les contactez pas, laissez-les continuer à sourire devant la caméra. Laissez-les continuer à vous traiter d'instable en public. Chaque mot qu'ils disent en ce moment est un cadeau. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau et lui ai montré une capture d'écran, ma mère, bras dessus bras dessous avec Romane, debout devant le panneau du domaine, avec la légende, première sur la liste, toujours été. Sylvie n'a pas réagi. J'ai dit, j'ai déjà programmé un photographe pour moi. Je le posterai juste en dessous de ça, un peu avant que la notification n'arrive. Juste assez de temps pour que la honte s'installe. Elle a hoché la tête. Laissez-la saigner lentement. Je me suis levé, et rassemblé mes dossiers et lui ai serré la main. Alors que j'entrais dans le couloir, mon téléphone a vibré. Pas un SMS cette fois. Un message vocal. C'était Romane. Sa voix tremblait, fine, effilochée, presque désespérée. Si tu es vivante. Je ne savais pas qu'ils allaient aller si loin. Je ne savais pas pour le formulaire de décès. Je jure que ce n'était pas moi, s'il te plaît ne me coupe pas les ponts. Je n'ai rien signé, c'était tout. Papa. J'ai écouté 2 fois, puis j'ai appuyé sur « Enregistrer ». En marchant dans la rue, j'ai souri. Non par cruauté, non par fierté. Juste par paix. Merci pour la confession, ma sœur. La nuit précédant l'audience, je n'ai pas pu dormir. Non pas de nervosité, cette partie s'était consumée il y a des semaines, quand ils m'avaient laissé sans même un regard en arrière, quand ils en avaient ri en ligne, quand ils avaient posté le chèque comme un badge d'honneur pour m'avoir abandonné. Mais maintenant, quelque chose de plus lourd pesait sur ma poitrine, une vibration sous mes côtes, comme une tempête qui se forme, non pas de peur, mais du fait de savoir que j'étais sur le point d'y mettre fin. Ce matin-là, je suis entré au tribunal des successions avec le dos droit, les cheveux attachés, et Sylvie à mes côtés, dans un rythme calme et concentré qui correspondait au mien. Elle m'a jeté un regard discret alors que nous passions la sécurité. Dernière chance de faire marche arrière. J'ai croisé son regard. Ils ont mérité chaque mot. Nous avons traversé l'atrium de marbre et avons suivi les panneaux vers la salle d'audience 2B. C'était silencieux, trop silencieux pour ce que j'étais sur le point de faire. Le genre de silence qui fait oublier aux gens à quel point la vérité peut être bruyante quand elle a enfin un micro. À l'intérieur, mes parents étaient assis ensemble. Mon père portait un blazer bleu marine qu'il n'avait pas pris la peine de repasser, et ma mère était parée de perles, bien qu'elles fussent mal posées sur son cou, comme si elle savait qu'elle n'y appartenait pas. Ils ne me regardaient pas, mais leur sourire narquois était visible, tout comme l'avocat, jeune, trop confiant et bruyant, était avachi sur sa chaise comme s'il avait déjà gagné. Cela rendait ce qui allait suivre encore plus doux. Le juge Bernard entra, aussi sévère que toujours. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, on avait l'impression qu'il mesurait chaque mot au poids de la cour. L'audience commença. Formalité, langage juridique, page tournée, document introduit. Puis Sylvie se leva. Elle ne se pressa pas. Elle parlait comme quelqu'un qui savait que le silence était son allié. Nous sommes ici aujourd'hui pour finaliser l'homologation de la succession de Monsieur Henri Dufour, dont le testament est contesté. L'avocat de mes parents se leva ensuite. Votre honneur, le dernier testament du défunt, daté de février de l'année dernière, laisse clairement tous les biens et actifs majeurs à mes clients. Le juge Bernard hocha la tête. Continuez.
Sylvie ne s'y a même pas, de plus, nous avons une déclaration sous serment d'une notaire à la retraite qui a été témoin de la signature, ainsi que de la correspondance prouvant qu'il n'y avait aucune déficience cognitive à ce moment-là. Le jeune avocat leva les yeux au ciel. Il n'est pas rare que des familles revendiquent de nouveaux testaments, surtout lorsqu'il s'agit de parents éloignés. Sylvie sourit faiblement. Nous avions anticipé cette objection. Elle tapa sur sa tablette et la connecta à l'écran de la salle d'audience. Les lumières s'atténuèrent légèrement. Puis le visage de grand-père apparut, émacié, les yeux doux mais vifs, allongé dans un lit d'hospice, une sonde nasale d'oxygène. Mais sa voix était claire comme le jour. S'ils sont de nouveau au tribunal, cela signifie qu'ils font ce que je craignais. Si tu regardes ça, ma chérie, c'est parce que je savais qu'ils essaieraient de t'effacer. Mais tu n'as jamais été oubliable. Je n'ai pas respiré. Il a regardé directement la caméra. Pas fragile, pas confus. Juste fatigué et ayant fini de jouer. Ils m'ont fait signer une version du testament que je ne voulais pas, m'ont fait pression, m'ont dit que tu essayais juste de prendre ce qui ne t'appartenait pas. J'étais faible, mais pas parti. Je l'ai changé en secret, et je me suis assuré que quelqu'un d'honnête me voit signer. Il a fait une pause, a dégluti difficilement. Ils prétendront que c'est une question d'équité, mais toi et moi savons que c'est une question de honte. Je n'avais pas honte de toi. J'avais honte de les avoir laissés gagner. La vidéo s'est terminée. Ma mère a fait un bruit d'étouffement. L'avocat à côté d'elle a murmuré quelque chose d'urgent, mais elle l'a repoussé. Sylvie n'avait pas fini. Elle a ajouté un imprimé au dossier. Votre honneur, nous soumettons également des messages textes de Romane Dufour, envoyés à Monsieur Dufour durant ces derniers mois, suggérant qu'il ferait mieux de s'en tenir au script ou que les choses pourraient rapidement se compliquer. C'était ça. Pas de cris, pas de drame. Juste des faits. Le juge Bernard s'est penché lentement en arrière. Son expression était illisible au début, puis est venu le lent hochement de tête. J'ai vu l'avidité, dit-il, j'ai vu la cruauté. Mais rarement les deux aussi bruyantes et aussi stupides. Il a regardé directement mes parents. Vous avez tenté d'induire cette cour en erreur, de dissimuler la contrainte et de détruire des documents légaux. Mademoiselle Dufour, il s'est tourné vers moi, est affirmée comme l'unique héritière légale. La succession sera transférée en conséquence. J'ai expiré. Mais il n'avait pas fini. Quant au défendeur, votre comportement justifie un examen plus approfondi. En attendant l'enquête sur la contrainte exercée sur une personne âgée et la falsification de documents, j'ordonne un gel de vos actifs actuels et prononce une amende pour outrage au tribunal. Mon père s'est levé comme s'il allait argumenter, mais le juge ne l'a même pas reconnu. L'audience est ajournée. Dehors, l'air était différent. Ce n'était pas seulement la brise printanière, c'était plus léger, comme si quelque chose de lourd s'était enfin décollé de mon dos. Je me tenais seul sur les marches du palais de justice, papier à la main, quand un journaliste avec un micro s'est approché. Mademoiselle Dufour, aimeriez-vous faire une déclaration? Quelque chose que vous aimeriez dire à vos parents après tout cela? J'ai fait une pause, j'ai regardé la rue, les gens qui passaient, les klaxons retentissants. Le monde ne s'arrêtait pas pour mon histoire, mais la mienne venait de changer. Je me suis tourné vers la caméra. Ils ont déjà tout dit quand ils ont mis le feu au seul amour qui m'ait jamais vu. Je suis parti, non pas dans la colère, mais dans la paix.